Salut Charazed, Salut Franck, ça va? ça va et toi? Bien, bien, bien. Bah écoute, ça fait super plaisir de te voir. Ouais, moi aussi, de te voir aussi, hein, Bah ouais, je te remercie pour de l'invitation. d'accepter notre invitation. On est évidemment très content au Cartésien d'accepter cette invitation, d'être notre marraine pour ce premier live de carrière PhD, donc pour parler de la poursuite de carrière après le doctorat. Et c'est un peu particulier pour nous parce que, alors peut-être les gens le savent, mais peut-être pas tous. Tu as fait partie de l'équipe des Cartésiens quand tu étais en thèse. Et Oui, donc après, tu as connu tout le parcours, tout le cursus habituel. Et donc du coup, bah, c'est un peu ce qu'on va essayer de creuser pour partager avec les autres. Et comme ça, bah, tu vas pouvoir donner tes bons conseils, des informations qui peuvent être importantes pour des doctorants qui sont probablement avec nous, des jeunes docteurs. Donc voilà, on va essayer de donner plein de petites infos comme ça. Alors juste pour présenter un peu le concept du live, si je peux dire ça comme ça. La petite parenthèse, c'est quoi? C'est donc une nouvelle série de live qu'on va essayer de faire avec l'association, à la fois sur des événements scientifiques, donc donner la parole des scientifiques, que ce soit des acteurs de la culture, de la diffusion scientifique, ou alors des jeunes chercheurs qui peuvent parler de leurs travaux. Et comme ce soir, pour parler de la poursuite de carrière des jeunes docteurs, on va essayer d'échanger pendant 40 minutes et on verra au flux des questions si on rallonge un petit peu ou pas. Ce qu'on va faire, c'est que je vais te demander de te présenter en 5 minutes, hein, plus ou moins 5 minutes d'abord pour nous résumer ton parcours. Et ensuite, on évoquera donc ton après-thèse et voilà, et tes expériences professionnelles ensuite, qui t'ont amené au boulot que tu occupes aujourd'hui. Voilà. Donc, je te laisse la parole pendant 4-5 minutes pour te présenter assez généralement. ça marche. Merci Franck. Eh bien, donc, pour parler un peu de moi, parce que du coup, c'est un peu le sujet d'aujourd'hui, je suis pharmacien, donc de formation, et je suis docteur en immunologie. Donc, j'ai fait ma thèse au Paris Centre de recherche cardiovasculaire, hein, pour ceux qui connaissent le parc. Donc, c'est agencé à l'HEGP, l'hôpital européen. Et j'ai fait ma thèse sur les immunothérapies dans le cancer, et plus précisément les vaccins thérapeutiques. Et suite à ma thèse, enfin juste après ma thèse, j'ai fait un master spécialisé à l'ESSEC qui s'intitulait Stratégie et management des industries de santé. Et ensuite, j'ai commencé un peu ma carrière dans l'industrie pharma en tant que market access. Voilà. Donc, en 10 ans à peu près, parce que j'ai fini pharma il y a 10 ans, pile poil, en 2010. En 10 ans, j'ai fait un peu d'hôpital, 1 an et demi. Ouais. Je travaillais en labo d'analyse, biochimie. Ensuite, j'ai fait donc la recherche. Ça m'a pris, on va dire, avec le master et la thèse, 7 ans. Ou je dis des bêtises? Non, parce que je compte les expériences. Non, plutôt 6 ans. Ensuite, suite à la thèse, donc j'ai fait une année d'alternance. Donc c'est comme ça que je suis rentrée dans la pharma. Donc je dirais que j'ai une expérience en pharma de 2 ans et demi. Moi, j'aimerais bien savoir déjà quelles ont été tes motivations ou les opportunités qui font que tu es rentré en thèse en fait. La thèse. Alors la thèse, ça remonte un peu. Moi j'ai fait pharma en Algérie. Je suis d'origine algérienne. Ouais. Et quand j'ai fini pharma, j'ai commencé l'internat. Euh, et la routine ne me plaisait pas. Donc, c'était pas comme je l'imaginais, c'était pas assez dynamique. Et puis, en termes de perspective, je trouvais que c'était euh, très limité. Et donc, forcément, c'est la recherche qui me faisait rêver. Donc, je me suis lancée dans cette aventure de venir en France. Donc, c'était déjà une aventure en soi, hein, Mm. au-delà de la thèse. Et donc, arrivé en France, il y avait deux domaines qui m'intéressaient beaucoup. Donc, il y a l'infectiologie et l'immunologie. Donc, ces deux entités qui sont à l'interface. Et c'est un peu difficile de choisir parce que vraiment, les deux sont presque indissociables. Donc, j'ai fait un master tronc commun, immuno-infectio.
Ok. Et, et à travers ce Master 1, donc c'était un Master 1, j'ai pu avoir donc l'opportunité de faire des stages. Donc j'en ai fait un à Pasteur, en infectio, et un au parc. Donc là où j'ai continué ma thèse. Donc je me suis dit, avec une expérience pratique, que je pourrais vraiment voir ce que je veux faire en thèse. Parce que l'idée, c'était vraiment, je suis venue décider de faire une thèse. Euh, mais par contre, je voyais pas, enfin, je me suis fixé l'objectif de faire la thèse, mais pas forcément faire une carrière dans la recherche. Parce que j'étais aussi pharmacien, donc je n'avais jamais oublié que j'avais l'option de faire de rentrer dans la pharma. Enfin bref. Donc, au final, j'ai choisi l'immuno. En plus, l'immunothérapie des cancers, c'était déjà à l'époque un sujet qui avait, qui avait du succès. Là encore, aujourd'hui, c'est encore plus. Ouais. Mais déjà à l'époque, c'était un sujet super intéressant. Donc, j'ai fait mon Master 2 aussi en immuno, mon stage dans le même labo et ma thèse. Donc, j'ai fait 4 ans, 3 ans avec le contrat doctoral et une année financée par la Ligue contre le cancer. Donc voilà, c'est ce qui m'a amené vers la thèse. Et c'était une super expérience, j'ai adoré. La paillasse, c'était bien, mais effectivement, très tôt, je me suis dit, bon, il faut commencer à réfléchir à l'après-thèse. Donc je pense que c'était la prochaine question que tu allais me poser. Ouais, bah exactement. Justement, comment cette question, comment ça est arrivé, comment ça s'est présenté à toi et ouais, quelles ont été tes réflexions, tes réflexes, ou vers où tu es allé, quelles étaient les premières démarches, puisque tu étais encore en thèse à ce moment-là. Oui, oui, oh non, mais franchement, je me suis dit. Enfin, en fait, c'était très, très bien parce que dans l'environnement académique, en laboratoire, on a des gens de tous les niveaux. On a des gens en thèse, en première, deuxième, troisième, quatrième, quand c'est un grand labo. On a des gens en postdoc. On a les ingénieurs qui ont peut-être fait une thèse, mais qui ont fait le choix de postuler à des concours d'ingénieurs. Et on a les chercheurs. Et on a les chercheurs scientifiques, on a les chercheurs cliniciens, on a un peu de tout. Et en fait, en regardant autour de moi, j'ai vu à quel point c'était difficile d'accéder à un poste entre guillemets stable, de titulaire, de chercheur. Et puis, ce que devenait le métier aussi de chercheur. Il y a beaucoup de paperasse, il y a beaucoup de stress aussi, il faut chercher les financements tout le temps. Et finalement, la recherche, elle est beaucoup faite au niveau des étudiants en stage, master, au niveau des doctorants, au niveau des postdocs. Mais en fait, plus on monte en grade un petit peu, et moins on en fait. Je dis pas que c'est pas bien, mais du coup, le côté un peu passionnant que j'aimais dans la recherche, je sentais que j'allais le perdre avec le temps et sur une carrière, en fait, j'allais peut-être pas m'ennuyer, mais ne pas aimer ce que je fais. Donc, je me suis dit, OK, la thèse, c'est très bien, j'ai adoré cette expérience. Maintenant, il faut que je vois ce que je peux faire. Bon, ça tombe bien, je suis pharmacienne, je peux aller vers la pharma. Donc, le premier réflexe que j'ai eu, ça a été d'intégrer une association. D'une part parce qu'on est dans un pays qui valorise beaucoup l'expérience en associatif, hein, franchement, que ce soit, enfin j'ouvre la parenthèse, mais que ce soit dans mes entretiens, que ce soit avec les gens que je rencontre, c'est super intéressant d'en parler. Les gens en entretien, des fois, d'eux-mêmes, parce que c'est sur mon CV, me posent des questions. Donc, je me suis dit, allez, on va vers ça. Alors, c'était pour effectivement l'expérience, mais pas que, c'était aussi pour agrandir mon réseau. Donc, j'étais étrangère, donc je ne connaissais pas beaucoup de monde. Donc, l'associatif m'ouvrait, me donnait accès à un réseau de mes pairs, des docteurs, mais pas seulement de mon domaine. Déjà, en termes de vision, on pouvait avoir d'autres visions et même sans le savoir, je savais que j'allais le retrouver en fait. Donc l'associatif, ça a été le premier pas vers un petit peu mon cheminement pour sortir de la carrière académique.
Donc, et grâce à l'assaut, donc, non seulement j'ai agrandi mon réseau encore dans l'académique, mais j'ai aussi eu l'occasion, à travers des afterworks qu'organisaient les Cartésiens ou Forum Biotechno, en fait, il y avait des afterworks avec des personnes qui ont fait PhD et qui ont fait autre chose que d'être chercheurs en labo académique. Donc, c'est là où j'ai découvert le métier MSL, que je ne connaissais pas. Mais la personne, c'est souvent, enfin c'est un peu comme à l'école, c'est souvent quand le prof est bon, qu'on aime la matière. Et ben la personne qui avait présenté le métier m'avait donné envie. Donc je me suis dit, ok, ça a l'air d'être bien, c'est un métier dynamique, ça bouge, on peut bouger d'une aire thérapeutique à une autre. Donc MSL, c'est un peu le représentant scientifique du labo sur le terrain. Voilà, pour l'exprimer en quelques mots. Et donc, je me suis dit, OK, mais qu'est-ce qu'il faut pour que j'accède à ce poste? Donc, ce que j'ai fait, donc la deuxième démarche, c'est vraiment d'aller vers les gens sur LinkedIn. Et c'était justement la personne qui avait fait l'afterwork qui nous l'avait dit. Il nous a dit, n'hésitez pas à contacter les gens. Autant si vous leur demandez un stage ou un truc ou un job, ils vont peut-être hésiter à vous répondre parce que soit ils n'ont rien, soit ils ont trop de demandes, soit ils n'ont pas le temps. Autant si vous leur demandez ce qu'ils font dans la vie, de vous expliquer leur métier, ils vont vous répondre. Au début, j'y croyais pas, franchement. Du coup, j'ai envoyé 20 messages disant j'aurai une réponse. Et ben, j'en ai eu. Tu avais bien écouté le conseil. J'ai bien D'ailleurs, si je peux me écouté. permettre, Oui, vas-y. c'est important de noter il y a deux choses qui se recoupent ici sur l'importance du réseau. C'est que déjà, ce qui t'a fait, enfin, tu as découvert MSL par la rencontre de quelqu'un, et ensuite on t'a conseillé d'aller sur des réseaux, notamment LinkedIn, pour aller encore à la rencontre d'autres personnes. Donc ça, c'est bon à noter pour ceux qui se demandent par quoi commencer quand on veut découvrir un métier, découvrir un secteur ou se poser juste des questions générales. Le premier truc, c'est déjà d'aller vers les gens et d'aller leur parler. Les associations Et ils peuvent sont servir à ouverts. ça, mais pas seulement. Exactement. Et comme tu allais, je pense, aussi le dire ou sous-entendre, les gens sont finalement très disponibles, très ouverts pour partager leur expérience, comme toi tu le fais aujourd'hui. Et finalement, il Oui, ne faut vraiment pas parfaitement. hésiter. Et tu étais arrivé là où tu as envoyé plein de messages et je pense que tu as eu raison de le faire. Je te laisse. Au final, j'en ai envoyé 20 et j'ai eu 10 réponses. Alors, je me suis dit, ok, parfaitement. Il y a Alexis qui dit, ça les flatte. Oui, peut-être, mais c'est pas que ça les flatte parce que personnellement, je réponds à ton invitation. Pourquoi? Parce que je sais la galère que c'est. Quand on est en thèse, on ne sait pas où on va si on ne veut pas faire de la recherche. On ne nous éduque pas suffisamment pendant la thèse pour nous montrer les opportunités. Quoique, je vais défendre un petit peu l'école doctorale parce que suite à cet afterwork, j'ai cherché, tu sais, on a des formations à valider. Ouais. Et j'ai regardé dans le catalogue de l'école doctorale. Donc moi, j'étais à l'école doctorale Bio Sorbonne Paris. Et en fait, il y avait des formations insertion professionnelle. Et il y en avait deux que j'ai fait. Donc une, c'était, et c'est c'est le troisième point que je vais aborder, c'est le bilan de compétences. Donc je l'ai fait avec une formation et c'était très bien parce que ça te remet en question, ça te force à te remettre en question. Ouais. Et à Parce te que poser des quand on a bonnes fait une questions aussi. thèse, et se poser des bonnes questions parce qu'on est vraiment enfermé un peu dans notre monde. Donc, le bilan de compétences, c'était pas mal. Et puis, on est en thèse, on sait communiquer, mais on sait moins parler de nous-mêmes. Et la deuxième formation, c'était une autre formation donc, sur le métier de conseil en stratégie. Ouais. Pareil, je ne connaissais pas, donc c'était un deuxième métier. Alors, c'était hyper intéressant. Le formateur, c'était Victor Mamou. Et le mec, il est génial. Il est docteur en physique. Et après, il a fait donc conseil en stratégie. Il est passé par plein de boîtes de stratégie. Il me semble, si je ne dis pas de bêtises, BCG, il est resté pas mal de temps là chez eux. Et du coup, il m'a donné aussi envie. Il y a quelqu'un qui a fait aussi cette formation. Ouais. Oui, franchement, il est dynamique. Et puis pareil, il nous poussait à nous poser les bonnes questions, comme tu disais. Ouais. Donc, les deux formations proposées par l'école doctorale, moi, j'ai trouvé que c'était intéressant. Ça nous aide, mais ça ne nous montre pas toutes les possibilités
post-thèse si on ne veut pas faire de la recherche, sachant que, il faut le dire, il n'y a pas de place pour tout le monde à la fin de la thèse en recherche académique. Enfin, ce n'est pas un secret pour personne. Donc, ce n'est un secret pour personne. Donc, voilà. Après, en termes de démarche… Déjà, peut-être on peut, si je peux me permettre, vu on évoque Victor Mamou et tu as évoqué le BCG, oui. tu as fait, les démarches pour rentrer au BCG. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ça? Oui, en fait, donc en termes de chronologie, l'assaut, les afterworks, j'ai fait ça en deuxième, troisième, les formations aussi. Et en quatrième, le temps presse, il faut trouver une solution. Donc, ce que j'avais fait un peu avant la fin de la thèse, donc en plein rédaction de la thèse, je m'y suis pris à peu près 6 mois, peut-être un peu plus, avant de soumettre la thèse, pas la soutenance. Du coup, je suis allée à la présentation que le BCG propose aux Annuellement. docteurs et doctorants en sciences. Et en fait, donc, déjà pour savoir est-ce que vraiment les intéresse, qu'est-ce qu'il faut mettre dans sa candidature, qu'est-ce qui les intéresse vraiment dans notre parcours. Donc, j'y suis allée. Et suite à cela, donc, comme j'avais le process en poche, je suis rentrée chez moi. Je me suis dit, bon, pourquoi pas? Pourquoi pas, d'autant plus que j'avais fait la formation avec Victor Mamou et ça m'avait plu. Donc, je me suis dit, oui, c'est un métier. Même si, avec le recul, je me dis que c'est plus un métier que je ferai plutôt en fin de carrière, c'est-à-dire que je passerai d'un spécialiste à un généraliste, parce que le conseil en stratégie, tu peux être amené à travailler sur des missions diverses et variées. Donc, Il faut rien à préciser voir. que le BCG, donc c'est le Boston Consulting Group, et donc comme tu viens de le dire, ils font de la stratégie générale, du conseil en stratégie générale auprès de différentes entreprises. Voilà. Oui, ils expliquaient dans leur présentation que, par exemple, quand c'est un docteur en bio, oui, il y aura peut-être une petite préférence. Ils vont mettre cette personne-là sur des missions, je ne sais pas moi, pour la pharma ou pour l'agroalimentaire. Il peut y avoir, mais franchement, ce n'est pas une obligation. C'est vraiment, ils ont une méthodologie, donc ils travaillent sur leur méthodologie qui est très carrée en fait. Ouais, mais c'est ouvert à tout le monde. Étude des cas et c'est ouvert à tout le monde. Donc, il faut quand même bosser parce qu'effectivement, pour faire le process, donc il y a la première partie, en fait, moi j'ai fait que la première partie, c'est d'envoyer son CV et sa lettre de motivation et de remplir ensuite un formulaire où il y a des questions très, très axées docteur. Donc, par exemple, sur quoi porter votre thèse? Selon vous, qu'est-ce qui fait que vos travaux ont un impact? Qu'est-ce qui, dans votre thèse, quels sont les achievements, les réalisations dont vous êtes fiers pendant votre thèse? Et après, des choses un peu plus généralistes. Quelles sont les choses dont vous êtes fiers, mais qui n'ont rien à voir avec la thèse? Parce qu'en fait, c'est ça. Typiquement, l'idée de l'association, par exemple, c'est de montrer aux recruteurs que pendant ta thèse, tu n'étais pas seulement le nez dans ta thèse, tu as pu sortir de cette bulle et de faire autre chose. C'est hyper important pour eux parce qu'effectivement, ils ont une image et peut-être à tort, peut-être à raison. C'est que quand on est dans la recherche académique, on fait que ça, on n'est pas open-minded. On nous pousse beaucoup à ça aussi, il faut le dire, hein, c'est une réalité. Après, c'est vraiment pas une généralité. Il y a des gens qui font des sports de haut niveau, il y a des gens qui font de l'associatif, il y a des gens qui font… je dirais pas, je parle vraiment pas sciences humaines parce que sciences humaines, c'est un peu particulier. Vous avez même un métier à côté de la thèse. Donc, c'est vraiment par rapport aux sciences dures, il y a des gens qui arrivent à faire les deux ou voir plusieurs choses en même temps. Donc, voilà, c'était la première partie. Et dans ce formulaire, il fallait aussi se poser… En fait, c'était bien d'avoir fait j'avais fait la formation bilan de compétences juste avant. Donc, en fait, j'ai pu utiliser plein d'anecdotes. D'anecdotes que j'avais écrit dans mon bilan de compétences, que j'ai mis dans le formulaire parce qu'on vous pose des questions. Si tu dis que tu es bien organisé ou tu as le sens du leadership, j'en sais rien, il faut l'illustrer par des exemples concrets. Et en fait, c'est un conseil que je donnerais
rien à voir avec BCG, mais de manière générale, c'est de faire cet exercice du bilan de compétences avant d'aller se lancer dans les candidatures, parce que on peut pas, enfin sur place, on va avoir la question. Déjà, il y a le stress et c'est pas des choses qui tombent comme ça. Donc, il faut se prendre le temps. Ça prend quelques heures. Et on réfléchit, on se met vraiment devant soit son PC, soit une feuille et un stylo, et on écrit les exemples et on essaye de retracer, faire une sorte de flashback et de revenir en arrière et de voir, ah oui, tel truc. Parce que c'est hyper important parce que finalement, on est tous des CV quand on arrive chez les recruteurs, mais derrière, à l'entretien, c'est une personne qu'ils veulent découvrir. Et la personne, on la découvre à travers ses expériences. Donc, je ne sais pas, moi, si tu dis que j'ai eu du mal avec un projet, donc j'ai eu plein de freins, il y avait des gens qui n'étaient pas d'accord avec moi, nanana, et que petit à petit, j'ai réussi à fédérer des gens, j'ai réussi à avoir le financement, j'ai persévéré, ça a duré 1 an, donc ça veut dire que dans le temps, tu es persévérant. Et en fait, tu n'as même pas besoin de dire que tu es persévérant. L'exemple illustre par lui-même tes compétences et tes qualités. Donc, c'est hyper important, effectivement, de faire ce bilan de compétences en amont, pendant sa thèse, si on a le temps, ou bien vers la fin, quand on se décide vraiment à aller vers les candidatures. Ok. Et du coup, merci pour le BCG et le consulting. Est-ce que tu peux nous parler du master spé que tu as fait, master spécialisé que tu as fait après la Oui, thèse? Alors, combien de temps après oui, la thèse tu l'as fait? le lendemain. Le lendemain? Non, mais vraiment, j'ai soutenu le 4 octobre 2017 et le début de la formation, c'était le 4 octobre. Donc, j'ai eu une dérogation pour commencer le 5 octobre. Non, mais c'était chaud, mais je regrette Bon pas. timing. C'était hyper intéressant. Donc, je vais raconter comment j'y suis arrivée à ce master. Donc, déjà, après l'histoire du MSL, bah, je me suis dit, je vais contacter les gens. J'ai envoyé les demandes. Les gens m'ont répondu et je les ai appelés. Franchement, ils m'ont donné leur numéro, je les ai appelés. Donc, en fait, tu écoutes leur parcours et tu comprends qu'ils ont fait quelque chose en plus après la thèse. Donc, c'est soit il y a deux options. Soit tu vas rester un peu au chômage, entre guillemets, quelques mois et tu finis par trouver une première expérience, mais d'un contrat court, genre un CDD de 6 mois ou 12 mois, avec un poste junior, mais il n'y en a pas beaucoup. Et donc, ça veut dire qu'il y a quelques mois où tu feras rien. Donc, c'est un peu... Moi, je ne voulais vraiment pas cette option. Et soit bah, les personnes que j'ai contactées et qui avaient un parcours PhD avaient fait une deuxième formation en business, donc en école de commerce. Ok, très bien. Donc, je me suis dit, et j'ai validé ça avec les recruteurs, pareil, on me répétait, c'est très bien, votre profil est intéressant d'un point de vue scientifique. Par contre, il faut valider le côté business, l'esprit entreprise. Voilà. Hmm. Vous avez eu l'expérience asso, finalement, là, ça compte, mais ça ne suffit plus. Non. J'ai fait OK, bon, c'est pas grave. Après pharma, PhD, on va faire une dernière formation, ce sera la dernière en termes de diplôme un peu de longue durée, pas une formation, parce que ça, on se forme toute la vie. Et du coup, en fait, j'ai commencé à faire le tour des portes ouvertes des écoles de commerce. Il y a plein de formations, moi je parle pour la bio, adaptées aux gens qui ont fait de la bio et qui veulent s'orienter. En fait, le marché il s'est déjà adapté à notre besoin et aux besoins des recruteurs aussi pour former les docteurs justement au business et de leur donner les petites billes pour commencer leur carrière dans l'entreprise de manière générale, dans la pharma en particulier. Mais en tout cas, il y a plein de formations, c'est pas généraliste, c'est pas un MBA en management, c'est vraiment des MBA adaptés. Par exemple, moi, celui que j'ai fait, c'est stratégie et management des industries de santé. Donc, c'est assez axé. C'est pas mal parce que en fait, on va droit au but. C'est vrai que le MBA généraliste, c'est cool. Enfin,
ça permet, c'est une formation très, très, enfin, de manière générale, les formations un peu généralistes de MBA, c'est costaud. Moi, Alexis peut-être pourrait dire un mot là-dessus, puisqu'il était à l'ESCP, mais enfin, pareil à l'ESSEC, enfin, c'est costaud. Et donc voilà, j'ai fait le tour, j'ai fait plusieurs portes ouvertes et donc j'ai atterri à la dernière porte ouverte, c'était celle de l'ESSEC. J'ai bien aimé, je te cache pas, c'est parce que c'était un format exécutif. Ça veut dire que c'était destiné à des personnes qui ont déjà eu une première carrière, une première vie professionnelle et qui souhaitaient faire un bond dans leur carrière. Donc, moi, ça me convenait. On avait cours 3 jours toutes les 2 semaines. Et tout le reste, on est en entreprise. Donc, c'était un format alternance. Donc, on alternait les cours et la formation sur le terrain. Et le fait de trouver l'entreprise, c'était facilité par l'école directement? Tu bénéficiais directement du réseau ou tu te Ils nous débrouillais? envoyaient quelques... Mais en fait, on n'en a plus besoin, en fait. On n'a plus besoin du soutien de l'école pour trouver... Ça aussi, c'était incroyable. Enfin, donc, moi, je suis allée sur le LEM pour trouver les annonces. Et pourtant, je m'y suis prise pas très, très tôt parce que, en fait, j'étais prise aussi par les manips, par la rédaction. Donc, j'étais déjà en juin, juillet. Les autres étudiants, c'est-à-dire parcours normal, qui cherchent leurs alternances, c'est plutôt maintenant en fait. Vers avril, mars, avril, mai, tout le monde est casé. Donc les annonces commençaient à se raréfier et pourtant, dès que j'envoyais, en fait, on me répondait. Est-ce que l'ESSEC a joué? Je pense que oui. Est-ce que le PhD aussi? Oui, mais peut-être parfois, ça faisait peur aussi. Donc voilà, au final, j'ai passé des entretiens avec 3 entreprises. Pourquoi que 3? Parce qu'en fait, moi-même, quand j'ai vu qu'on me répondait, en fait, j'ai restreint mes candidatures parce que je n'avais pas le temps, parce que je rédigeais ma thèse et que j'avais une deadline pour la soumettre. Donc voilà, donc en fait, on peut s'offrir ce luxe de limiter les candidatures, ce qui m'a permis aussi d'être beaucoup plus, de personnaliser ma candidature. Donc je me préparais mieux. Et au final, donc, je passais mes entretiens. Au début, je cherchais marketing. Pourquoi? Parce que les MSL que j'ai contactés m'ont dit qu'ils ont fait une formation en marketing en plus. Donc, je vous raconte vraiment comment je suis arrivée jusqu'au Market Access. Et en fait, le marketing, c'est bien, mais c'est comme tous les métiers. Ça ne va pas à tout le monde. C'est une question de fit aussi. Donc, j'ai bien préparé et tout, mais je pense que ma motivation n'était pas au top. Parce que je me disais, je vais le faire pour une année et après, je repars vers les affaires médicales. Parce que MSL fait partie du département affaires médicales en pharma. Et donc, voilà, et je pense que ça s'est vu, ça s'est ressenti. Et en fait, tu passes des entretiens avec les RH. Les RH, c'était top parce qu'en fait, j'ai fait mon bilan de compétences. Donc, j'étais au taquet sur les questions RH. Mais dès que je passais avec les managers, eux, ils essayaient de chercher un peu la motivation. Et là, forcément, ça se ressentait. Et pourtant, j'étais motivée pour avoir le stage, mais je n'étais pas motivée pour faire du marketing. C'était différent. Et finalement, un petit miracle s'est produit. Je trouve une fiche de poste, donc Market Access, et je commence à lire et en fait, je tombe sous le charme. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y avait tout ce que je voulais. C'est-à-dire qu'il y avait des missions qui, je savais, je pouvais les faire avant même qu'ils me forment, parce que de ma formation de docteur, je sais gérer un projet, je sais faire de la veille scientifique, je sais faire de la veille de manière générale. Et j'ai aussi un esprit critique, j'ai un esprit d'analyse. Tout ça, je savais que je pouvais l'apporter. Et il y avait l'autre versant, c'est qu'il y avait du business, donc il y avait de la stratégie, il y avait les négociations du prix. Je me suis dit, c'est top.
ça c'est pour moi. En fait, je vais valider une vraie double compétence parce qu'il y a plein de choses que je ne connais pas et que je vais apprendre, mais en même temps, je sais que je peux offrir quelque chose à l'entreprise. Donc, c'est l'idéal quand on postule même à une alternance. Et du coup, ça a matché. Et en fait, je passe l'entretien. Je l'ai préparé. Comment je l'ai préparé? J'ai tout simplement, comme ça fait 10 ans que j'ai fait pharma, enfin, en fait, j'ai plein de collègues qui ont fait Market Access juste après pharma. Donc, des anciens de promo, des anciens camarades de promo. Donc, j'ai appelé une copine. Je lui dis, encore le réseau. Donne les mots-clés. Oui, encore le réseau. Je dis, écoute, tu me donnes plein de mots-clés, plein de choses que je sais mâcher des informations, les vulgariser et les rendre, et communiquer là-dessus. Donc, donne-moi les mots-clés, je me débrouille. Donc, c'est ce qu'elle m'a fait. Elle m'a donné donc Haute Autorité de Santé, c'est l'autorité qui évalue nos dossiers de médicaments pour avoir le remboursement. Elle m'a donné dossier de remboursement, donc qui est la base, une des activités du métier. Elle m'a donné comme mot-clé donc négociation de prix. Bon, j'ai essayé de voir, c'est un peu compliqué parce que tant qu'on ne l'a pas fait soi-même, c'est un peu compliqué. Mais déjà, je savais que parmi les missions, il y avait ça. Il y avait aussi CEPS, donc c'est le comité économique. Donc en France, on a un comité donc qui est comment dire, lié au ministère, qui s'occupe des négociations avec toutes les industries pharmaceutiques sur le prix des médicaments, mais pas que les pharma, mais aussi les entreprises qui développent des dispositifs médicaux. Donc voilà, avec tous ces mots-clés, j'y suis allée. Ouais. Et comment ça s'articule aujourd'hui dans tes activités au quotidien? Donc, tu veux que je passe à ce que je fais aujourd'hui? Ouais, nous décrire, parce que tu nous mets l'eau à la bouche là, avec tous tes mots-clés. Oui, On a envie de savoir du coup comment au quotidien, ouais, qu'est-ce que tu fais? ouais, bon. Eh ben, non, je finis quand même. Tu m'as Ouais, bien sûr, bien sûr. pour la formation. Donc voilà, j'ai fait cette alternance. Je voulais juste dire un mot par rapport à l'alternance. L'avantage, donc, c'est qu'on est beaucoup en entreprise. Et deux, c'est pas 6 mois, mais 13. Enfin, moi, j'en ai fait 13, mais c'est 12 mois. Donc, c'est une expérience d'une année à valoriser. Et enfin, le troisième avantage, c'est que c'est financé par l'entreprise. Sachant que les alternances, en général, c'est des formations qui coûtent cher. Donc c'est un avantage. Je peux dire le chiffre, c'est 27 000 € la formation que j'ai faite. Je n'aurais pas pu me l'auto-financer. Et après, on est nous-mêmes aussi payés. Au SMIC. C'est déjà pas mal. Et il y a des entreprises même qui payent un peu plus que le SMIC. Voilà, je ferme la parenthèse de l'alternance. S'il y a des questions après, je peux revenir là-dessus. Donc, encore le réseau. Quand j'étais en alternance, j'ai participé au Forum Biotechno en tant qu'organisatrice. Donc, à l'époque, j'étais chez UCB pour mon alternance, UCB Pharma, dans un poste d'accès au marché. L'avantage, c'est que vraiment, on m'a fait confiance, pardon. C'est que comme j'avais la maturité de mon âge et de, entre guillemets, mes diplômes, on m'a confié des tâches. Et puis moi, j'étais en appétence, j'en voulais. On m'a donné des projets de A à Z, c'est-à-dire qu'on ne m'a pas du tout traité comme un stagiaire à qui on donne des bouts ou à qui on donne des missions de juste secrétariat pour rédiger les comptes rendus. Non, vraiment pas. Et c'était vraiment top parce que ça m'a donné une vraie expérience d'accès au marché. Et donc, et même quand je traitais mes dossiers, je faisais mes réunions avec les métiers transverses. C'est moi qui lidais la réunion. Enfin, c'était top. Enfin, vraiment, j'avais toutes les missions qu'un Market Access junior a. C'est important de le dire parce que c'est ce qui m'a permis de trouver mon job d'après. Donc, je reviens à Biotechno. Donc, j'étais dans l'organisation. Donc, toute l'année, tu sais comment ça se passe. On organise des after-work, on fait des choses, on a une newsletter et j'en oublie. Et bien sûr, il y a aussi la recherche des financements pour le fameux jour du forum Biotechno. Et donc, le jour du forum, on avait plusieurs tables rondes. Et parmi les tables rondes, j'avais proposé pour l'année, c'était l'année 2018, oui, c'était en 2018,
une table ronde sur l'accès au marché. Parce que je le faisais et parce que je trouvais que c'était dommage que le public docteur en sciences ne sache pas que ce métier existe. Donc, à cette table ronde, j'ai invité ma, entre guillemets, maître de stage. Et du coup, donc voilà, la table ronde se passe très, très bien. Et à la fin de table ronde, on discute. Ma chef m'appelle. Elle était avec une autre intervenante dans une autre boîte pharma. Donc, c'est pour vous donner un exemple concret de comment le réseau peut marcher. Et en fait, elle m'a présenté, elle lui a dit tout le bien qu'elle pensait de moi, et puis qu'elle n'avait pas le budget pour me donner un poste tout de suite, mais qu'elle recommanderait les yeux fermés. Elle me recommanderait à les yeux fermés. Donc, la personne me demande un CV, je le lui donne sans vraiment y croire, hein, vraiment. Et puis voilà, j'oublie et le forum passe et voilà. Donc 2 mois plus tard, elle m'écrit sur LinkedIn pour me dire qu'en fait, il y avait une personne, donc mon chef actuel, qui cherche une personne pour un poste junior. C'est un CDD de 12 mois, mais c'est un poste hyper intéressant parce qu'il y a une innovation qui va être lancée. Elle me dit, bref, voilà, est-ce que tu es intéressée? Je lui dis oui, bien sûr. Donc, je suis contactée par mon chef. Il me décrit le poste. C'était un poste hyper intéressant. Après, il me demande moi ce que j'ai fait. Donc, je lui décris aussi. Donc, il voit déjà que j'ai touché vraiment à pas mal de choses, du dossier de transparence pour le remboursement, au dossier prix, à la stratégie prix parce que c'est différent, aux échanges avec le global et la région. Mais également les études, ce qu'on appelle les études post-inscription, donc c'est post-AMM et post-remboursement. Il y a des études qui sont mises en place pour suivre en fait le traitement une fois qu'il est sur le marché. Donc j'avais aussi eu cette expérience-là. Et enfin, l'accès à des données de vie réelle. Donc, pareil, j'ai eu cette petite expérience. Donc, il était aussi très content parce que malgré ma courte carrière, entre guillemets, j'avais vu beaucoup de choses. Donc, ça l'avait rassuré. Donc, il me propose un entretien, ça se passe bien et je commence mon travail. Donc, qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Voilà, c'était pour introduire un peu ce qui m'a... Et en fait, juste pour l'anecdote, j'ai fini mon alternance en novembre. J'ai demandé à mon chef actuel, parce qu'il fallait quand même que je fasse une coupure, j'ai pris 20 jours de vacances et j'ai repris en décembre, j'ai commencé chez Takeda. Donc, je travaille chez Takeda aujourd'hui depuis 1 an et demi. Donc, le CDD s'est transformé en CDI depuis. Et donc, qu'est-ce que je fais? Donc, l'accès au marché, pour ceux qui ne savent pas, c'est en fait c'est les activités qui viennent une fois qu'on a l'autorisation de mise sur le marché, qui est octroyée soit par l'Agence du médicament national, qui est l'ANSM, soit l'Agence européenne, donc l'IME. Donc, il y a les agences locales du médicament et il y a l'agence européenne. Et en fait, une fois qu'on a l'AMM, on peut vendre notre médicament. Ça, on peut le faire. Par contre, les médecins ne vont pas le prescrire. Pourquoi? Parce qu'il ne sera pas remboursé. Donc, pour qu'il soit remboursé et donc prescrit et donc vendu, il faut passer par d'autres évaluations. Donc, l'évaluation, elle se fait donc par une autorité qui est indépendante, la Haute Autorité de Santé. Dans cette autorité de santé, donc la HAS, il y a plusieurs commissions. Et la commission qui évalue le médicament s'appelle la commission de la transparence. Qu'est-ce qu'il y a dans ce fameux dossier de remboursement? Donc, en fait, dans ce dossier de remboursement, on va reprendre les conclusions du dossier qui a été soumis à l'AMM sur l'efficacité du produit, sur sa tolérance, donc est-ce qu'il fait des effets secondaires, si oui, lesquels, est-ce qu'il y en a des graves, voilà. Donc ça, c'est la partie un peu clinique, mais il faut aller au-delà. Il faut démontrer à la HAS qu'en fait, notre produit apporte quelque chose par rapport à ce qui existe déjà. Parce que quel est l'intérêt à la collectivité? Parce que c'est la collectivité qui finance l'assurance maladie. Quel est l'intérêt de rembourser un médicament qui n'apporte rien de plus? S'il y a 10 médicaments qui font la même chose, pourquoi en rajouter un? Donc, en fait, c'est l'étape un petit peu critique.
l'autorité, donc voilà, on a l'efficacité, la tolérance, on a la place de notre produit dans la stratégie thérapeutique, on a aussi donc deux valeurs et deux scores en fait qui vont être octroyés par cette commission. C'est quoi? C'est le service médical rendu. Le service médical rendu, les paramètres qui vont rentrer dedans pour donner le score, c'est vraiment l'efficacité, la tolérance. Après, est-ce qu'on a fait l'étude comme convenu versus le gold standard? Enfin, il y a plein de choses qui rentrent dans ce paramètre. Et ensuite, il y a aussi l'intérêt de santé publique. Et ensuite, il y a l'ASMR. C'est l'amélioration du service médical rendu. Et là, c'est qu'est-ce qu'on apporte par rapport à ce qui existe. Et là, c'est très tricky parce que si tu n'as pas fait ton étude clinique versus ce que tu compares, versus ce à quoi tu te compares, eh ben, la commission de transparence, elle est très stricte. Elle va dire, bah, tu n'apportes rien parce que tu ne m'as pas apporté des preuves. Même si, tu peux mettre dans ton dossier quand tu vas la plupart des études maintenant pour aller vite sans versus placebo. Donc, si tu n'as rien, bah, ce que tu peux faire, c'est de faire une comparaison indirecte, mais qui n'a pas la valeur d'une étude clinique versus dans le bras, tu as un bras, c'est ton produit, dans l'autre bras, c'est le produit concurrent dans la stratégie en France en plus, parce que des fois, ça diffère. Donc, il y a quand même un enjeu et le challenge pour l'accès au marché au niveau local en France, c'est ça. C'est comment on défend nos critères d'évaluation de la haute autorité de santé, qui est une autorité française, au niveau de notre maison mère. C'est-à-dire que bien en amont, quand ils sont en train de construire leur design d'études, il faut qu'on intervienne pour dire, voilà, nous, on aimerait bien avoir ça, 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 pour que notre dossier passe mieux. Parce qu'au final, on va avoir deux scores, donc je disais. Le score SMR, c'est un peu un score on-off. Tu as le remboursement, tu n'as pas le remboursement. Donc, il y a SMR important, pas à 100%, mais à 65% remboursé. Parce que l'assurance maladie rembourse 65% du produit quand ce n'est pas une maladie chronique qui rentre dans un... Enfin, il y a quelques exceptions où c'est 100%, mais la plupart, c'est 65%. Ensuite, tu as l'ASMR. Et bien, l'ASMR, c'est 1, 2, 3, 4, 5. Sachant que 5, tu n'apportes rien. Et 1, tu es une super innovation. Tu changes la vie du patient, mais vraiment, de manière significative. Sachant qu'aujourd'hui, il y a peu ou pas du tout, depuis les 5 dernières années, il n'y a plus d'ASMR 1. Il y a beaucoup de 2 et 3, qui est quand même une très bonne note parce que c'est une bonne innovation. Enfin, les Carticel, c'est ce qu'ils ont eu. Donc voilà, ça c'est la partie un peu remboursement. Quand tu as réglé ce problème, c'est pas un problème, mais c'est une étape. C'est dans le process, il faut le faire. Il faut passer au prix. Et en fait, on entreprend les négociations. Et quand je dis les négociations, c'est pas juste un mot qu'on a choisi par hasard. C'est vraiment des allers-retours tels que des négociations diplomatiques. Il y a une proposition d'un côté, une contre-proposition, et ainsi de suite. Et ça dure des fois des mois quand il n'y a pas un compromis qui est trouvé rapidement. Et en fait, le comité, donc, comme je disais tout à l'heure, qui s'occupe de ça, c'est le comité économique des produits de santé, le CEPS. Et ce comité, en fait, il représente l'État. Et c'est lui qui négocie avec les industries pharma. Il a des règles. Donc, en fait, on ne commence pas les négos comme ça. Ce n'est pas du marchandage de tapis. Je ne vais pas dire 100 €, lui, il dit 50 et ainsi de suite. Non. Il y a des règles qui sont déjà établies, qui couvrent la plupart des cas, des situations. Pas toutes, mais la plupart. Donc, déjà, l'ASMR, il va nous servir parce qu'il y a justement, en fonction de si tu n'apportes rien ou si tu apportes quelque chose par rapport à ce qui existe, ton prix, il va avoir une certaine fourchette. Donc déjà, si tu n'apportes rien par rapport à ce qui existe, tu dois apporter à l'assurance maladie, pour que tu l'intéresses pour être remboursé, une économie. Ça veut dire qu'il faut que tu sois moins cher que le dernier produit qui a été inscrit. Ensuite, si tu apportes quelque chose, donc on va dire entre 2 et 3, je ne vais pas parler de la 4 parce que c'est l'exception, 2 et 3, eh ben, tu peux bénéficier
d'une garantie pendant 5 ans de ton prix, le prix européen. Parce que ce n'est pas tous les prix européens, on a une sorte de panier. On va regarder UK, on va regarder l'Espagne, on va regarder l'Italie et on va regarder, j'en oublie, l'Allemagne. Les 4 pays. Et en fait, très généralement, ils ont des prix au-dessus de nous. Et donc, en fait, c'est intéressant d'avoir cette garantie pour nous. Mais il faut avoir au minimum une ASMR 3. L'ASMR 4, tu apportes une innovation minime. Et ben, du coup, pour contrebalancer, tu dois être au même prix de ce qui existait. En fait, c'est vraiment une balance entre ta valeur par rapport à ce qui existe et le prix que tu vas nous proposer. Tout ça est mélangé et l'assurance maladie et le ministère à travers le CPS décident si, un, tu es remboursé et deux, à quel prix. Après, il y a d'autres règles, enfin, quand ça devient un peu plus complexe, il y a d'autres règles qui interviennent. Au-delà du prix et du remboursement, on s'appelle accès au marché, mais là, il y a beaucoup d'entreprises et dans Takeda qui commencent à donner un autre nom au métier, c'est le patient access. Parce que finalement, on ne se contente pas d'accéder au marché, on va au-delà, on permet l'accès du produit aux patients. C'est-à-dire que donc, on doit s'occuper on doit trouver le moyen. Par exemple, si on n'a pas trouvé, par exemple, un accord sur le prix, on va trouver le moyen de soit le donner dans un contexte, s'il y a un besoin médical, dans un contexte d'un besoin médical insatisfait, on peut le donner de manière gratuite ou de le donner dans un cadre réglementaire qui s'appelle l'autorisation temporaire d'utilisation. Ça, c'est par exemple, c'est une procédure qu'on peut utiliser lorsque le produit n'a pas encore l'AMM. Et la plupart des innovations, comme on le sait, les innovations, c'est soit tu apportes mieux que ce qui existe, soit tu apportes quelque chose pour une maladie qui n'avait aucun traitement. Et pour ces traitements-là, pour ces pathologies-là, on essaye d'aller vite. Et quand on a déjà les premiers résultats positifs dans l'étude clinique, avant même d'avoir l'AMM, on peut en France avoir accès aux produits dans ce cadre qu'on appelle l'autorisation temporaire d'utilisation. Et je finis, et je te laisse la parole. Il y a enfin toutes les études dont je te parlais, parce qu'on fait l'accès, mais il y a aussi le maintien. Parce que ça ne se termine pas. Une fois qu'on a négocié le premier prix, ce n'est pas fini. Il faut négocier ensuite les baisses de prix, parce que c'est des baisses de prix à 99% des cas, parce que plus le produit prend en maturité, plus il y a des innovations qui arrivent, qu'il faut financer, et c'est l'ancien produit qui doit apporter une économie pour financer l'innovation. Et donc, en fait, le maintien, ça passe aussi par des études en vie réelle, donc c'est plus de l'essai clinique avec un protocole, des critères d'inclusion, d'exclusion. Non, c'est une étude en vie réelle. Ça veut dire quoi? Qu'on va ouvrir un registre, on va collecter des données sur comment le prescripteur, dans la vie réelle, va utiliser son traitement sans qu'il soit contraint par un protocole. Et donc, ça aussi, ça rentre dans le département accès au marché. Donc, puisque ces données vont nous servir dans nos négociations, vont nous servir pour valoriser notre produit mature maintenant, parce qu'il est plus, c'est plus les premières années de son lancement. Donc, ça aussi, c'est important pour le maintien du prix, le maintien du produit sur le marché, etc. Voilà. J'ai donné d'infos, je crois. Beaucoup d'infos, et du coup, je pense que pour ceux qui s'intéressent à ce métier-là ou ces métiers-là, c'est hyper riche, et j'invite tout le monde à te contacter par nous ou sur LinkedIn. Donc, merci pour tout ça. Est-ce qu'on peut essayer de résumer, si tu avais sur tout ce parcours-là, un conseil majeur qui pourrait ressortir? Et une deuxième question, comment, à travers tes différents entretiens, tu as pu réussir à valoriser tes expériences et tes diplômes, que ce soit à la fois à travers la rémunération, parce que c'est un point important, ou bien d'autres façons, parce que j'imagine que c'est différent d'un entretien à l'autre. Voilà. Ça marche. Alors, pour les conseils, je dirais,
si vous en avez l'occasion, même très tôt dans votre thèse, parce que c'est là où on a un peu plus de temps, entre guillemets, c'est d'essayer d'intégrer une asso. Ça vous apporte donc tout ce que j'ai dit tout à l'heure, le fait d'agrandir son réseau, de découvrir des métiers, mais aussi de sortir son nez et sa tête de la thèse et du projet de thèse. Donc, il y a ça. Il faut penser à faire un bilan de compétences avant de passer à l'étape candidature. Il faut vraiment faire cet exercice. C'est en plus du CV et de la lettre de motivation. Sachant que le bilan de compétences, moi je dirais même qu'il est avant de faire son CV et sa lettre de motivation, parce que c'est comme ça qu'on va remplir les deux. Ensuite, n'hésitez pas à contacter les gens sur LinkedIn. Quand il y a un métier qui vous intéresse, mais que vous n'avez pas toutes les infos, eh ben, n'hésitez pas à contacter les gens. Voilà. Oui, directement. Oui. Et c'est Oui, ça. directement. Et de demander, il faut dépasser un peu cette timidité parce que c'est vrai que c'est pas évident, mais je vous assure que les gens ne mordent pas. Donc, au pire, ils vous répondent pas et on s'en fout, quoi. Et puis de faire cette démarche-là, c'est déjà valorisant en plus. De contacter des professionnels qui sont sur le terrain et qui potentiellement vous allez croiser après, ça vous valorise déjà, vous vous êtes déjà C'est bien que présenté. tu le dises parce qu'en fait, c'est quelque chose que tu peux utiliser en entretien. Tu vas dire pourquoi tu es motivé à faire tel métier. En fait, j'ai contacté tel et tel et tel. Et en fait, ça démontre vraiment, ça donne un peu plus de corps à ta motivation. C'est que tu es allé vers les gens qui font ce métier, tu leur as posé des questions. Et c'est quelque chose que tu peux rajouter justement dans ta candidature. Ensuite, bien choisir sa formation si vous choisissez cette option, parce qu'il y a d'autres options, on peut travailler avec après la thèse. Se poser la question si on hésite entre postdoc et pas postdoc. Il faut vraiment se poser la question, parce que je ne dirais pas que c'est impossible après de se rattraper et de repartir vers le privé, mais postdoc et ça montre quand même on partait vers la recherche et qu'ensuite on n'avait pas d'options et du coup on essaye de retrouver d'autres options. C'est moins le cas quand c'est des métiers purs scientifiques ou de la rédaction scientifique. Il y a plein de boîtes de conseil qui font de la rédaction scientifique pour les labos de pharma, pour les labos pharma. Mais ça, à la limite, si tu as fait un postdoc, c'est très bien, c'est que tu as un niveau plus scientifique, donc c'est très bien. Mais si c'est des métiers un peu comme MSL ou Market Access, un postdoc ne sera pas un avantage, moi, de mon point de vue. Et puis, de toute façon, tu prends aussi de l'âge, s'il faut le dire. Hein. Donc, faire un stage à 28, 30, bon, ça passe encore parce que la plupart, c'est quand même 24, 25. Dans le parcours classique des pharmaciens ou des Master 2. Par contre, 35 et plus on se rapproche de la quarantaine, faire un stage, c'est clair que il faut vraiment que le recruteur croit en toi, qu'il faut que tu déchires à l'entretien et déjà qu'il t'appelle en entretien et que tu déchires à l'entretien pour que en fait, ça matche. Je parle vraiment des métiers qui ont comment dire, une partie business qui est quand même importante. Ensuite, donc voilà, choisir sa formation, il y a plein de métiers, il faut juste se renseigner, mais il faut choisir ce qu'on veut faire après, parce que l'expérience va compter pour la suite, c'est elle qu'on va valoriser pour aller trouver le poste un peu, pas le Graal, mais le poste qu'on espère avoir à moyen long terme. Et du coup, il ne faut pas se tromper mais on peut se tromper bien sûr, mais il faut bien réfléchir. Il faut anticiper suffisamment tôt. N'hésitez pas à vous poser ces questions dès le début. Parce que voilà, quand tu es dans l'esprit de faire un postdoc ou l'esprit de faire ta thèse et faire autre chose après, c'est pas la même chose. Il y a de la préparation psychologique d'un côté, mais aussi par des actions. Donc, il faut l'anticiper. Et pour finir, parce qu'en fait, j'avais noté mes conseils, je savais que tu allais me poser cette question. Et pour finir, bien choisir son terrain de stage ou d'alternance. Pourquoi je dis ça? Parce que une fois dans le milieu, on va dire, j'ai vu qu'effectivement, il y a 2 types d'entreprises, voire 3. Il y a les petites, les moyennes et les grands groupes.
Et en fait, quand on fait un stage, ben, plus on va vers un grand groupe, moins, enfin même les métiers seniors, hein, c'est plus silonné en fait. Donc, autant que stagiaire alternant, on aimerait bien toucher à plein de choses parce qu'on est en train de découvrir. Et du coup, les petites et les moyennes entreprises, pour moi, c'est plutôt pas mal pour apprendre justement un métier qu'on ne connaît pas, qu'on veut découvrir. Et après, l'inconvénient, c'est que les grands groupes payent des formations comme les alternances dans les grandes écoles de commerce. Les petites et moyennes vont avoir peut-être un peu plus de mal à avoir le financement. Mais sinon, enfin voilà, il faut trouver le juste milieu. Voilà, ça c'était un point de vue. Il y a aussi le domaine. Moi, j'avais une règle, c'est que quel que soit le poste que je vais occuper, il faut qu'il y ait soit le mot immuno, soit le mot cancer. Donc, les deux, ça aurait été le top, mais du coup, que ce soit chez UCB ou maintenant chez Takeda, donc je travaille sur des produits en immuno. Donc voilà, pour moi, c'était important. Donc, il faut aussi que ça... Vous pouvez aller vers des aires thérapeutiques qui n'avaient rien à voir avec votre thèse, mais c'est quand même bien, ne serait-ce que pour les premiers jobs, d'avoir une micro-zone de confort par rapport à l'aire thérapeutique. Voilà, moi, ça, c'est les conseils. Et tu m'avais dit... Oui, comment tu as réussi à valoriser ton parcours, notamment d'un point de vue de la rémunération, parce qu'il n'y a pas de, il y a pas de critères ni officiels ni réellement officieux pour les docteurs. C'est peut-être un peu C'est clair. plus facile quand on sort d'une école, comme tu as pu faire après. Mais Même comment pas. est-ce que comment est-ce que tu as C'est valorisé ça? vraiment... Ben, le premier job, de toute façon, il y a des grilles partout. Donc, c'est quand même, ils ne peuvent pas te donner un salaire qui est complètement aberrant par rapport au poste. Il y a ça. Donc, pour le premier poste en alternance, tu ne choisis pas hein, déjà. Et pour le premier poste en CDD, en fait, on m'a demandé ma fourchette. J'en ai proposé une qui, moi-même, ma fourchette était basse. Donc, on m'a donné le max de ma fourchette, mais c'est ma fourchette qui était basse. Est-ce que je ne me suis pas renseignée suffisamment? Je ne sais pas. Je ne suis pas... Enfin, je me suis renseignée, mais on reste en France. Les gens ne parlent pas de salaire facilement. Donc, j'ai essayé de me renseigner comme j'ai pu. Et au final, bon, ça a servi. Ce n'était pas un salaire dégueulasse. Mm. Pour le Est-ce qu'on CDI, peut avoir une fourchette, d'autant plus que c'est difficile de penser à sa fourchette, si oui. tu peux nous aiguiller, ça peut peut-être aider certains. Ben, écoute, je pense qu'en premier poste, on peut tabler sur du 45 000. Quand on n'a vraiment pas, enfin, à part l'alternance comme expérience, 45 000, je trouve que c'est raisonnable. Après, moi, l'avantage, c'est que c'est la même boîte qui m'a connue une année qui me propose le CDI. Donc, c'était encore plus simple pour moi de négocier parce que derrière moi, il y avait une année avec des accomplissements, avec des objectifs atteints, voire dépassés. Et du coup, j'ai même pas besoin de justifier plus que ça. Mais par contre, effectivement, je n'ai pas hésité à demander à mes collègues leur salaire. Bon, Oui. j'étais intimidée, mais je leur ai demandé pour savoir un peu où je me situais. Donc, je me suis située très, très bas. Donc, je me suis retrouvée par rapport à la fourchette. Par exemple, on m'a donné une grille quand j'ai passé les entretiens. C'était entre... c'est pas une grille, c'est un râteau, comme on dit, parce que c'est entre, si je me souviens bien, entre 50 et 97. C'est quand même une grosse fourchette. Donc là-dedans, tu mets tous les niveaux, bien sûr, mais bon. Ok. Après, je pense que on peut monter très vite en interne. Il y a un an, donc moi, j'étais dans une entreprise qui fusionnait avec une autre entreprise. Et du coup, il y a eu une nouvelle organisation. Il y a eu plein de postes qui se sont ouverts. Et je connais plein de gens qui ont fait une mobilité en interne et qui ont bougé vers d'autres métiers. Donc ça permet, d'avoir d'autres compétences
et deux, de renégocier à la hausse son salaire. Et c'est ce qui, enfin, j'ai plein de collègues qui sont dans cette situation. Donc, valoriser, de toute façon, les diplômes, c'est bien, mais c'est quand même les années d'expérience, on le ressent bien, qui comptent finalement pour l'entreprise. Mais néanmoins, je pense que un Master 2 avec juste qui sort d'école et qui a 2 ans et demi d'expérience, je pense qu'il serait en dessous du salaire que j'ai aujourd'hui. Quelque part, on espère. Hein. Voilà, entre guillemets. Mais en tout cas, en termes de grille, de manière générale, par rapport aux autres métiers de la pharma, il y a le terrain qui est le marketing et les affaires médicales MSL qui sont bien payés. Le terrain est toujours bien payé. Ensuite, il y a le market access aussi, parce que c'est un métier stratégique. On prend les décisions très stratégiques pour l'entreprise. Et après, on a le réglementaire, la pharmacovigilance. On peut trouver ça sur Internet, les différentes grilles par métier. Et donc, pour l'accès au marché, franchement, on est plutôt bien payé. Et en fin de carrière, on est très, très bien payé. Ok, ça fait une bonne conclusion, ça donne envie. Et merci en tout cas, Chara, pour toutes ces infos. On a évoqué plein de choses et je pense que ça peut vraiment aiguiller plein de gens, à la fois sur le parcours de jeunes chercheurs, mais à la fois aussi sur les expériences pro, sur les petits conseils à chaque étape et sur les décisions. Moi, si je peux apporter, encore insister sur quelque chose, c'est qu'aux différentes étapes que tu as pu nous décrire, à chaque fois, il y a eu cette importance d'aller chercher l'information et pour cela, d'aller frapper à la porte des acteurs directement et ne pas attendre. Et donc, voilà, l'importance du réseau, de demander l'information pour prendre ses choix des bons choix tout au long du parcours. Donc, merci beaucoup, Chara. À bientôt. Merci pour toutes ces questions. À bientôt. Bon courage pour vous tous. Hein. Ouais. Et c'est un super boulot. Je suis très contente parce que, je finirai peut-être là-dessus. C'est que, je suis très fière de t'avoir donné à toi, mais aussi oh là là, c'est Alex. Je suis en train de perdre la tête. Donc, à Alex, l'envie de rentrer dans les cartésiens parce qu'on avait fait quelque chose de vraiment super. Et je suis très fière d'avoir participé un tout petit peu parce que je vous ai convaincu. Tu nous as, oui, tu nous as. Écoute, franchement, c'est un très, très, très bon, très, très beau parcours que vous avez fait. Et je pense que les cartésiens ont encore de beaux jours devant eux. Voilà, bravo, bravo, bravo. On espère. Et si le réseau est pérennisé, c'est notamment avec des profils comme le tien et qui restent proches de nous et qui nous a aidés, comme tu as pu le dire. Je pense que personne ne peut vous dire non. Franchement, il faut y aller aussi. Enfin, c'est le même conseil que vous, en tant qu'asso, allez-y et demandez aux gens de venir faire des lives comme ça. Je pense que personne ne peut dire, à part les gens hyper occupés. Bon, je pense que voilà. Mais de manière générale, les gens vont vous dire oui, et avec plaisir. Merci en tout cas pour tout ça. Merci pour ces mots gentils. Et puis, à très vite. Et on donne rendez-vous à tout le monde qui était présent aujourd'hui. Merci à tous déjà d'être là. Merci pour vos questions. Et on espère vous retrouver sur les prochains lives. Dès mercredi prochain, il y a un live plus côté scientifique, donc sur la culture scientifique, avec Mathieu Tambi. Donc, j'espère que vous serez présents. Et puis, il y aura aussi plein de questions, plein de nouvelles informations. Voilà. Donc, merci Chara encore. Merci à toi. Plein de bisous et puis au revoir à tout le monde. Allez, au revoir. Ciao.